Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. Nous poursuivons ce mercredi notre série de débats avec les candidats déclarés à l'élection présidentielle du 17 avril prochain. Nous recevons ce soir sur notre plateau Moussa Touati, président du FNA, le Front National Algérien. Avec nous également le candidat indépendant Kamel Benkoussa et le président du Parti des Verts, Ali Amara. Moins de 3 mois donc nous séparent de ce scrutin crucial. La course est officiellement lancée. De nouvelles candidatures ont été annoncées en attendant de connaître la décision du chef de l'État concernant ce rendez-vous électoral. Les détails avec Riyad Lahri. Plus que 3 mois nous séparent des présidentielles d'avril 2014, des présidentielles souvent plongées dans le flou, avec le corps électoral qui tardait à être convoqué par le président, des candidats inconnus de la scène politique algérienne et autres questions quant à la participation ou non du président sortant à ces élections. Mais depuis que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a fixé la date du scrutin au 17 avril dans un décret de convocation du corps électoral, le brouillard commencerait à s'estomper. Après l'ex-chef du gouvernement Ahmed Ben Bitour et le président du Front National Algérien Moussa Touati, qui rappelons-le s'est déjà porté candidat au présidentiel de 2009. Ce dimanche, c'était au tour de Ali Benflis d'annoncer sa candidature. Lui qui s'est retiré de la scène politique algérienne depuis sa défaite lors des présidentielles de 2004. Les autres candidats, à l'instar du jeune spécialiste des finances internationales Kamel Benkoussa ou encore le président du Parti des Verts Ali Amara, sont pour leur part des inconnus de la scène politique algérienne. Même si Kamel Benkoussa a multiplié les sorties médiatiques et autres conférences de presse pour se faire connaître. La course au présidentiel semble bel et bien lancée. Reste à savoir si le président sortant sera ou pas candidat à sa propre succession. Tout est dit, ou presque. Nous sommes donc à moins de 3 mois de ces élections présidentielles du 17 avril prochain. Moussa Touati, vous êtes candidat. Vous êtes confiant, Moussa Touati, concernant le scrutin du 17 avril prochain? Vous savez, nous, en qualité d'un parti d'opposition et que nous sommes... on respecte la décision du peuple et on veut que le peuple décidera un jour de choisir son président de la République, ainsi que ses élus locaux, quel que soit le mode d'élection, que le peuple décidera, quel que soit dans la Constitution, dans les présidentielles, ou dans les législatives, ou dans les communaux, ou dans les wilayas. Je crois que nous sommes un État républicain et le droit de se présenter et le droit d'accepter aussi, on est obligé d'accepter la décision du peuple. Mais quand ces élections seront transparentes et qui sont honnêtes, qui sont beaucoup plus à l'écoute du peuple, et non pas à laboratoire de fraude électorale, comme ça a été depuis 52 années. Vous parlez toujours de fraude avant les élections. Est-ce que vous n'anticipez pas, un petit peu? Vous savez que nous, dans le FNA, nous avons essayé de regrouper nos confrères de partis politiques pour dire, écoutez, la méthode la méthode de vote et d'y aller vers ces élections, ne peut pas avoir que le peuple ou que les participants ont confiance dans l'administration. Il faut que l'administration aille vers des mécanismes de transparence et de clarté et d'y aller vers les élections biométriques. Vous êtes rester. La même question, Kamel Benkoussa, avant de passer au programme et de parler des événements de Radaya et de politique étrangère, vous avez annoncé votre candidature récemment. Vous êtes confiant dans la collecte des signatures, dans vos débats, dans vos rencontres avec la société civile? Ce que vient de dire Moussa Touati est très intéressant et je rejoins ses propos. Aujourd'hui, on fait face à une administration qui est difficile à traverser. On arrive ici en Algérie en tant que jeune candidat plein d'espoir pour ce peuple, pour l'Algérie de demain, et c'est de faire en sorte qu'on puisse apporter un débat là où il doit être posé, pas un débat de personnes, mais un débat sur les réelles questions économiques, développement social, où va l'Algérie, quels sont les enjeux, et vous faites face à une administration qui vous bloque. À titre d'exemple, je vais chercher mes 60 000 formulaires au ministère, on m'explique que la loi me donne un maximum de 60 000. Alors que la loi ne stipule pas un maximum de 60 000. Le président Bouteflika, aux dernières élections, a rempli près de 5 millions de formulaires de signatures. Comment se fait-il que de candidats qui viennent aujourd'hui en Algérie,
quels qu'ils soient, hein. On peut parler même des candidats qui se sont présentés aux élections précédentes. Comment se fait-il que ces candidats, on leur limite le nombre de formulaires auxquels ils peuvent avoir accès, alors que vous avez des grands fourgons d'autres candidats qui viennent devant ce ministère récupérer des centaines de milliers de formulaires? Est-ce qu'elles vont être transparentes? Dès lors où on commence à traiter les candidats de cette sorte, je doute sincèrement qu'elles seront transparentes, mais la bataille n'est pas gagnée. La question qui doit se poser, c'est la place du peuple dans cette élection. À savoir, est-ce que le peuple fera en sorte que ces élections soient transparentes, surveillées et qu'elles collent et qu'elles représentent sa voix? Ali Amara, vous êtes le président du Parti des Verts. On vous voit rarement dans les médias. Vous avez la parole aujourd'hui. Vous êtes aussi candidat à la présidentielle. Êtes-vous, vous aussi, confiant ou un peu moins confiant comme Moussa Touati et Kamel Benkoussa? Bon, pour nous, c'est pratiquement la première expérience. Nous sommes un parti qui n'a qu'une année d'existence. Nous avons participé aux élections locales qui nous ont démontré l'attrait de l'Algérien vers tout ce qui est écologique maintenant et cette option. Mais je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Touati. Les élections ne sont nulle part dans le monde claires et, disons, sincères et honnêtes. Ils viennent de parler d'un vote biométrique. Le vote biométrique, c'est là où se retrouve la plus grande fraude actuellement à travers le monde dans les pays développés. Parce que son contrôle est mal maîtrisable. Par contre, sur ce qu'a dit M. Benkoussa, c'est que c'est vrai, il faudrait qu'il y ait la même répartition des chances pour tous les participants à cette élection. 60 000 tout juste, et si on a des ratures, on a des gens qui se sont trompés dans le remplissage de leur formulaire, on va être décalé. Par la suite, on va plus retrouver de formulaire et on va être en manque. C'est vrai, maintenant les élections, nous le savons, et comme nous sommes persuadés que nulle part ailleurs, il y a une transparence complète, il faudra que le citoyen soit présent. Nous sommes malheureusement à un taux qui avoisine On a presque 14 millions de non-votants en Algérie. Où sont-ils? Ils font partie de l'élite. Ils sont là, ils sont latents, ils sont retranchés. Pourquoi? C'est vrai, on ne peut pas changer les choses sans tous les citoyens. Avec un taux réduit de participants, c'est vrai, la fraude peut être Ça, c'est un autre sujet, exagérée. on va en parler. Maintenant, avant de parler de vos programmes respectifs, on va parler des événements tragiques de Ghardaya, puisque, comme vous le savez, la flambée de violence a repris lundi dernier. Vous êtes 3 candidats à l'élection présidentielle. Moussa Touati, si vous étiez demain président de la République, quelle est la première mesure que vous prendrez en faveur de Ghardaya? Que feriez-vous? Vous savez, moi j'ai des élus à Ghardaya, je suis représenté dans cette wilaya et j'ai eu beaucoup plus de contacts avec les événements de Brienne de l'année passée, il y a 2 ans de ça. Et nous avons, moi le problème de Ghardaya, ce n'est pas un problème. Ghardaya, d'abord il faut se situer dans son point géographique et le mode les habitants de Ghardaya. Les habitants de Ghardaya qui sont composés des Abadiyin, des Mdabih et des Sha'abna et Malikiyin. Donc, mais ça, pourquoi? Parce que c'est l'histoire, c'est des années 70, nous avons enregistré les mêmes événements, en 80 les mêmes événements. À chaque fois, cette multiplication des événements? Je viendrai pour aller vers le problème. Il faut d'abord étudier c'est quoi le problème de Ghardaya. Ce n'est pas le problème parce que il y a des différentes composantes religieuses. Mais le problème, il est beaucoup plus profond que ça, c'est le problème économique. Moi, je mets le doigt sur le problème économique d'abord. Ghardaya, c'est un carrefour commercial depuis que la Ghardaya existe. Et maintenant, tout le monde pratique le commerce. Et le commerce, c'est que veut dire cette région, elle est devenue une région
un petit peu s'appauvrir davantage. L'État n'est pas assez présent économiquement parlant? L'État, elle est absente complètement. Elle n'est pas l'outil régulateur des wilayas. Et le problème de Ghardaya, ce n'est pas uniquement Ghardaya. Et que feriez-vous si vous aviez le pouvoir, Moussa Touati? Que feriez-vous? Que proposeriez-vous? Maintenant, Ghardaya, au lieu qu'on laisse une région qui était à vocation commerciale ou semi-industrielle, parce que c'est l'une des premiers, dans la première région où on a développé un petit peu le commerce, l'industrie de privé. Ce que veut dire, à l'époque, tous les textiles, la majorité des maisons font du textile, la majorité des temps font de la pièce de rechange, des usines, et c'est des particuliers qui ont fait ça. Malheureusement, cette région, on l'a abandonnée comme on a abandonné tout le territoire national. Délaissée, oui. On l'a abandonné comme on a abandonné tout le territoire national. Mais il y a bien des violences intercommunautaires. Non, mais les violences, ils se crient. Elles sont le résultat de cet abandon. De la pauvreté. De la pauvreté. Et puis, eux, ils sont liés les uns aux autres pour se défendre. Et ça, c'est un problème. Si vous étiez président demain, votre première mesure en faveur de Ghardaya? Je tiens dans un premier temps à compatir avec mes compatriotes de Ghardaya. Encore un mort et une trentaine de blessés dans de nouveaux affrontements lundi dernier. C'est une situation qui me touche profondément. Ce qui se passe à Ghardaya est symptomatique de l'état actuel de l'Algérie. L'État n'existe pas. On essaie de nous dire que la situation à Ghardaya, c'est Harb Taïfa, qu'on nous explique que ce sont des luttes entre... Vous savez, en 1317, il y avait eu un pacte qui avait été signé entre le Mzab et le Shamza. Et ce pacte avait mis en place une zone où les différentes communautés pouvaient vivre librement dans la quiétude la plus totale. Aujourd'hui, le problème, comme vous l'avez si bien dit, est un problème économique, doublé d'un problème d'un manque d'État. Manque de légitimité de l'État, manque de présence d'institutions, manque d'une justice indépendante. Alors, la première chose que je ferai, parce que là, il y a votre question, c'est que j'irai à Ghardaya, je rencontrerai les différents membres de la communauté, des différentes communautés. On mettra en place un dialogue avec les institutions, les représentants locaux, de telle sorte que chaque voix puisse être entendue, de telle sorte à ce que les personnes qui ont agi de façon abusive, on parle de la police ou autre, soient jugés de façon à ce qu'ils puissent être responsables de leurs actes. Il ne peut pas y avoir une zone d'impunité dans une situation aussi tragique que celle-ci. Il est temps aujourd'hui que l'État reprenne sa place, qu'il se mette au-dessus des conflits, qu'il essaye de gérer les différentes communautés et de faire en sorte qu'elles puissent se retrouver dans cette Algérie. Parce qu'on parle, au final, la question qui se pose, c'est l'unité nationale. Qui sommes-nous, nous, Algériens ? Est-ce que nous avons le droit de vivre avec nos différences, nos cultures, ou est-ce que nous devons nous mettre à nous battre ? Nous avons eu ces différents cas où il y a eu dans les années 70, 98, 2001 encore, il n'y a pas très longtemps. On a eu le même type d'événements en Kabylie. Est-ce qu'on va continuer à diviser ce peuple sous l'égide d'un manque d'État, de manque de légitimité de l'État, ou est-ce qu'on va réellement mettre les fondements d'une grande nation. Vous avez parlé d'un dialogue, mais le Premier ministre s'est rendu sur place la semaine dernière. Il a rencontré les représentants des deux communautés et a proposé des solutions. Est-ce que ce n'est pas suffisant selon vous ? Écoutez, d'après les dires des personnes à qui je discute à Ghardaya, les notables qui auraient été contactés pour mettre en place ce dialogue ne sont réellement pas de vrais notables, avec un réel pouvoir. Pour vous, le Premier ministre a rencontré de faux notables ? Je ne sais pas s'il a rencontré de faux notables. En tout cas, la société ne répond pas aux dires de ces notables. Vous savez, il y a une situation qui est compliquée. Aujourd'hui, il faut apporter une réponse. Lorsque vous avez un État fort, des représentants forts, lorsqu'ils se déplacent dans une zone aussi complexe que Ghardaya, les solutions doivent s'imposer d'elles-mêmes avec l'expertise, le savoir, la culture locale. Aujourd'hui, nous en sommes encore à des morts. Vous avez cité un mort hier.
il est à dire que la solution qui a été choisie par ce gouvernement et le Premier ministre Sellal n'a pas été la bonne. Ali Amara, que feriez-vous à Ghardaya? Premièrement, comme mes frères ici présents, je compatis et je suis malheureux de constater ces dépassements qui, moi personnellement, en ayant mes représentants du parti vert au niveau de Chamba, au niveau des Mozabites. Vous êtes présents sur place? Nous sommes présents. Oui. Et ils travaillent ensemble. Il n'y a pas de dissension, il n'y a pas de séparatisme entre eux. Nous, dans notre parti, et plus spécialement ce mouvement vert écologique, nous défendons la biodiversité. Nous sommes pour le régionalisme, pour le tribalisme positif. C'est ça nos ressources. Nos ressources, c'est ça, c'est cette diversité qui pourra développer un tourisme éventuellement vert, un attrait de toutes ces ressources touristiques qui se dispatchent à travers le monde et que on passe à côté. Ça, on n'aurait même plus besoin de Hassim Messoud si on crée ce climat de sérénité. En tout cas, pour le problème de Ghardaya, ce n'est pas un problème ethnique. C'est vrai, l'État a laissé libre fonctionnement aux sages et aux notables des deux communautés pour gérer leur environnement. Mais au contraire, il faudrait qu'elle soit plus présente parce que le problème n'est pas ethnique. Le problème, il est foncier. Le problème, il est de trafic de drogue. Je le dis ouvertement, il faut aller au fond du problème et c'est ces groupuscules... Le trafic de drogue à Ghardaya. Oui, le kiff qui nous rentre par tonnes en Algérie, ce n'est pas rien. Toutes nos villes sont infestées. Et ces gangs, ces groupes de trafiquants prennent de l'importance et prennent de la force au sein bien sûr, des jeunes désœuvrés, des jeunes démunis, et ils les manipulent à leur escient. Et ils en font des combattants qui, pour eux, ils ne voient ni Chambi ni Mzabi. Quand ils sont lâchés sur le terrain, ils n'ont aucune vision. Ils rentrent dans le tas, ils créent le grabuge qui, pour eux, pourrait devenir une situation de chaos là où ils pourront proliférer. Merci Ali Amara. Maintenant que nous avons parlé de Ghardaya, on va essayer un peu d'aborder vos programmes politiques et économiques. On va commencer par l'économie. Moussa Touati, vous représentez l'aile, disons, nationaliste de la scène politique algérienne. Que proposez-vous aujourd'hui, par exemple, pour essayer de libérer un peu plus l'économie algérienne et qu'elle soit plus indépendante des hydrocarbures? Est-ce que vous avez une stratégie pour cela? Vous savez, dans le FNA, nous sommes un parti sociodémocrate. Donc vous vous affirmez comme un parti social-démocrate? Ah oui, oui. Depuis longtemps, on est des sociodémocrates depuis notre création, depuis notre fondation. Donc pour l'économie de marché? Nous avons dit l'économie ne peut pas se construire sur les richesses des générations futures, mais elle doit être une économie sur l'investissement dans l'être humain lui-même. C'est l'économie ou la richesse réelle, c'est l'être humain. Donc, si pour aller vers une économie de bazar, comme ça a été fait depuis l'indépendance à nos jours, on se base sur les hydrocarbures, on se base sur les mines, on se base sur et on laisse l'outil de l'économie réelle qui est l'être humain, qui est celui qui fait sa vraie économie, son vrai développement de la société. Je crois que nous avons passé quelque part ailleurs. Est-ce que vous renforcerez le protectionnisme économique, Moussa Touati, si vous arrivez au pouvoir demain? Vous savez, la protection économique ne peut pas être par l'État. C'est par le peuple lui-même. Pour rentrer dans la compétitivité internationale, il faut qu'il doit être un citoyen. Mais producteur. le protectionnisme ne renforce pas la compétitivité, logiquement. Non, c'est différent. Quand vous dites nous, on investit dans l'homme. Et l'homme, celui qui protégera ses intérêts. Et les intérêts du citoyen, c'est les intérêts de l'État. La règle du 51-49, est-ce que vous la maintiendrez ou est-ce que vous la supprimerez? Je crois que c'est les intérêts, nos intérêts, c'est
Il faut de la maintenir. De la maintenir, parce que ne sont pas des libéraux. Vous n'êtes pas comme M. Benkhoussa. Non, mais c'est logique. Chacun doit défendre sa vision. Il peut être dans ça, comme je suis dans ça. Mais on se fait passer au peuple qui jugera. Kamel Benkhoussa. Monsieur Ali Benouali était candidat à l'élection présidentielle. Il était notre invité la semaine dernière. Il avait qualifié la règle du 51-49 de stupide. Est-ce que vous pensez, vous aussi, comme Ali Benouali, que la règle du 51-49 est stupide? Je vais répondre à votre question, mais laissez-moi, dans un premier temps, vous donner mes solutions pour faire décoller cette économie. Parce que c'est de ça dont on parle. Allez-y. Vous avez aujourd'hui une administration qui bloque. Il faut la moderniser. Il faut la transformer. Il faut faire en sorte qu'elle puisse être un moteur d'aide aux entreprises qui veulent investir. On parle d'un État, on parle d'entreprise. C'est une industrie. Vous voulez créer de la richesse? Il faut produire localement, pas importer. On parlait juste avant le débat de ces questions d'importation. C'est produire localement. Donc, une industrie qui puisse se développer. Mais pour qu'elle puisse se développer, il lui faut un système, une administration qui puisse l'aider. Donc, permettre à l'administration d'être beaucoup plus modernisée, d'être au service des entreprises et de libérer cet investissement. Faire en sorte qu'elle puisse être un moteur. Toutes les règles limitant l'investissement seront bannies en Algérie. Première mesure. Deuxième mesure, modernisation de nos entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, sont désuètes. Elles ne sont pas compétitives. L'entreprise publique, par exemple, est subventionnée à coût de milliards chaque année par l'État, alors qu'elles emploient de plus en plus. Elles ne sont pas assez fortes pour pouvoir être des remparts aux entreprises internationales qui viendraient prendre le marché algérien. Donc, des entreprises beaucoup plus modernes, mais des entreprises modernes ne suffisent pas. Il faut, comme vous l'avez si bien dit, du capital humain, de la formation. Nous avons 70% moins de 35 ans en Algérie. Ces jeunes, il faut les former, leur permettre d'avoir des acquis qui leur permettront d'être dans les secteurs à haute compétitivité, être meilleurs que nos voisins marocains, à savoir que le coût de la valeur travail en Algérie est beaucoup plus intéressante en Algérie qu'au Maroc ou en Tunisie. Pour en revenir maintenant sur la question du 49-51%, vous dites je suis un libéral socialiste. Un ultra-libéral ou pas un libéral? Non, pas du tout. Mon idéologie, c'est le développement au service du peuple. Mais c'est de permettre... Allez-y. Je vais aller jusqu'au bout Oui, bien sûr. de mon idée, parce qu'il faut que le peuple algérien comprenne clairement ce que signifie le libéralisme que je défends, l'Algérie que je défends, l'Algérie qui avance, qui est notre slogan, c'est permettre un développement économique et social qui soit partagé de façon équitable. Et là, l'administration, l'État a son rôle à jouer, de telle sorte à ce que chaque Algérien puisse bénéficier de ce développement, de ce progrès social, de ce progrès économique. Alors, 49-51%, vous savez, est-ce que cette question cache une autre question, à savoir est-ce que l'Algérie doit s'ouvrir au monde ou ne le doit pas s'ouvrir? Il est clair que l'Algérie doit s'ouvrir au monde. D'ailleurs, son adhésion au commerce international va se poser prochainement et l'Algérie devra se positionner là-dessus. Est-ce que nous avons aujourd'hui les outils pour pouvoir le faire? Nous ne sommes pas capables. Donc, cette question de savoir est-ce que nous devons nous ouvrir totalement, à cette réponse, non. Vous dites est-ce qu'aujourd'hui, nous devons permettre à des entreprises étrangères de venir en Algérie librement pour pouvoir apporter du savoir-faire, former nos jeunes librement? Oui. Donc 49-51%, je bannirai cette... Vous dites être un libéral socialiste. Ça existe aujourd'hui, être un libéral socialiste? Écoutez, vous êtes au chômage, vous êtes jeune, vous avez 22 ans, 23 ans, vous êtes jeune, vous sortez d'université. Est-ce que vous préférez avoir un État où vous avez un chef d'État qui permet aux entreprises de pouvoir investir, de créer de la richesse, de vous donner un emploi, un job, qui va vous permettre d'utiliser toutes vos capacités que vous avez acquises à l'université, et donc de permettre à ces entreprises, chefs d'entreprise algériens, rappelons-le, parce que ce sont quand même des compatriotes, qui vont vous permettre d'avoir accès au meilleur de ce qui se fait en termes de technologie, de savoir-faire dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'un chef d'État qui libéralise le marché de l'emploi, qui permet à ces entreprises de pouvoir investir librement et qui vont permettre à un jeune étudiant qui n'a pas d'argent de pouvoir trouver un emploi qui va lui permettre de pouvoir construire sa maison, de pouvoir se marier et de pouvoir avoir des loisirs et d'envoyer ses enfants à l'école, est-ce que vous pensez que c'est antisocial?
La question peut être posée. Écoutez, la réponse, je vous la donne. Oui. Il n'y a rien d'antisocial. Ce qu'il y a d'antisocial aujourd'hui, c'est quand un État aujourd'hui subventionne à coût de centaines de milliards de dollars une économie qui est aujourd'hui asphyxiée et qui font de nos jeunes des jeunes qui ont des boulots précaires. Là, c'est aujourd'hui la problématique en Algérie. Merci, l'Algérie que je défends aujourd'hui, c'est une Algérie qui permettra à chaque Algérien de retrouver sa dignité et de pouvoir vivre dignement de son travail. Ali Amara, vous êtes libéral ou socialiste? Ou les deux? Non, pratiquement nous sommes centristes. 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 Parce que l'évolution... Donc tous les courants sont représentés sur ce plateau. Tous les courants, et en plus, nous défendons la biodiversité. Et à travers cette défense... Oui, nous parlerons d'environnement puisque personne n'en parle. Et l'économie verte, qui, elle, permet des retombées importantes et intéressantes sans investissements colossaux. Et là, cette question sur l'économie nécessite un débat de plusieurs heures, sur lesquels... Plusieurs jours aussi. Jours éventuellement, et si on a épuisé le sujet. Mais par contre, j'irai directement, si je suis président, je commencerai déjà par d'abord à agir sur une amnistie fiscale qui nous a bloqué carrément tous nos opérateurs économiques compétents. Bon, on rentrera pas dans les détails, ça pourra se faire par la suite, pourquoi on est arrivé à là. Mais par la suite, il faudra changer aussi le mode de fonctionnement fiscal. Nous voulons développer le pays, nous ne pouvons pas agir avec un plan sous la forme comptable et fiscale actuelle. Le Maroc a réussi, les États-Unis, après le crash financier de 1929, eh bien, ils sont partis avec une pratique de la patente. Là, l'État pourra assurer une rentrée fiscale, parce qu'actuellement, nous ne dépassons pas les 40% de nos dépenses publiques. C'est honteux, parce que les pays attendent la fiscalité, attendent les retombées fiscales pour penser aux investissements et penser à la relance économique. Nous, on n'assure même pas la dépense publique. Maintenant, économiquement parlé, nous avons des propositions qu'on peut entamer immédiatement en l'espace de 24 mois, 2 ans. On peut créer jusqu'à 2 400 000 emplois seulement pas sur 2 millions d'emplois en 2 ans. 2 400 000. C'est faisable sur 2 secteurs seulement de cette économie verte, éventuellement sur l'énergie solaire qu'il faudra généraliser à tous les foyers pour déjà atténuer. Je ne dis pas que ça va arrêter la consommation qui est faite maintenant, mais ça va atténuer la dépense et alléger la bourse que dépense le citoyen vis-à-vis des énergies. Le deuxième, c'est sur pratiquement le tourisme vert. Et d'où on revient à ce que j'avais parlé, un régionalisme, un tribalisme, un comportement pratiquement qui maintenant est vu d'une manière sectaire ou séparatiste. Au contraire, ça c'est notre potentiel, c'est notre diversité des régions, des zones et des peuplades. Merci Yamara. On va revenir à la politique, Moussa Touati. Si vous êtes élu président, est-ce que vous réviserez la Constitution et qu'est-ce que vous changerez dans la loi fondamentale? Vous savez, la Constitution algérienne n'a été jamais issue de la volonté du peuple. D'abord... La volonté des présidents? C'est des régimes. Des régimes. Et c'est pour cela que nous avons vu, tous les 10 ans, la Constitution, elle change. Dès qu'il y a un président qui arrive, il change la Constitution. La première des choses, il change la Constitution. Donc vous le ferez vous aussi, si vous êtes élu? Oui, je le ferai, mais je ne le ferai pas de la même manière qu'ils l'ont fait. Mais chaque président dit aussi la même chose. D'abord, si je serai président, Inch'Allah, la première des choses, il faut appeler au peuple de choisir le mode de régime. Quel est notre régime? D'abord, il faut aller vers une charte nationale qu'elle va définir le mode de régime. D'abord, une fois où le mode de régime il est là, à ce moment-là, on va aller vers adopter une constitution. Et cette constitution ne peut pas être hors cette charte qui est... Donc vous privilégiez une charte avant la constitution? Oui, d'abord il faut définir quel régime nous sommes. Vous êtes favorable à quel type de régime, Moussa Touati? Moi je suis pour le régime parlementaire. Parlementaire? Oui. Avec un Premier ministre qui détient le pouvoir exécutif? Oui.
beaucoup plus. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est prête pour ce régime? Parce qu'il serait responsable devant les élus, devant les représentants du peuple. Et non pas les représentants du peuple, ils seront sous le parrainage du président, du roi de la République. Le roi de la République. Et ça, c'est un problème. Il faut aller vers ça d'abord. Depuis 52 années, nous avons vu que cliniquement, le président de la République qui gouverne. C'est lui le Premier ministre, celui le parlementaire, celui l'administration, celui le gouvernement, celui... Quels seront les autres changements que vous apporterez? Est-ce que vous limiterez les mandats présidentiels? Ben oui, moi j'étais clair, et quand je tenais une association, c'était la proposition que j'ai proposée à Monsieur le Président de la République, Lamine Zaroual, pour limiter les mandats. Et donc ça a été fait, il a fait... C'est ce qui a été fait dans la Constitution de 96, oui. Supprimé plus tard. Supprimé plus tard, juste l'arrivée de Bouteflika, il a été supprimé. Kamel Koussa, est-ce que vous appelleriez les Algériens à voter pour une nouvelle constitution si vous êtes élu? Au-delà de, je vais répondre à cette question, mais au-delà de la question de la constitution, aujourd'hui la question qui se pose, c'est la position, enfin le devoir de nos parlementaires. Aujourd'hui, que fait le Parlement en tant que contre-pouvoir de l'exécutif? Aujourd'hui, si je vous pose la question, quelle a été la dernière loi que votre député local a votée en votre nom? Je suis certain que la majorité des Algériens pourront vous dire « Je ne connais peut-être même pas mon député, je ne sais pas ce qu'il a voté. » Donc c'est la représentativité du peuple aujourd'hui qui est posée. Maintenant, si nous avons des élections libres, je dis bien libres, avec un président qui est élu légitimement, donc par le peuple, article 11 de la Constitution, qui est l'un des socles de cette Constitution, qui n'a pas nécessairement besoin d'être réformé, revu, qui doit être amélioré certes, mais qui ne doit pas être refaite dans son intégralité. Aujourd'hui, c'est de savoir ce que font nos parlementaires, ce que font les représentants du peuple, la place des walis. Est-ce qu'aujourd'hui les walis peuvent être dans une position où ils ont une certaine impunité, où ils sont quasi en déconnexion avec le peuple, nos maires? Là sont les questions. Aujourd'hui, le peuple algérien demande à ce que ses représentants, ses élus, le représentent et qu'ils prennent leurs responsabilités, comme vous l'avez si bien dit. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'un État, d'institutions fortes, qu'il faut que ce peuple, le peuple algérien, qui aspire à de grandes choses, puisse être respecté. Et le respect commence par l'écouter. Et quand on commence à écouter notre peuple, on commence à mieux le défendre. Et lorsque nous aurons un Parlement, des élus qui seront au fait des problèmes du quotidien de nos Algériens, qui vivent dans une misère sociale terrible, terrible, ce jour, alors les choses commenceront à évoluer dans le bon sens. Le type de régime idéal pour l'Algérie selon vous? Moi je pense sincèrement, je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'une nouvelle république soit installée, que le chef du gouvernement doit être le Premier ministre, qu'une responsabilité soit partagée, qu'on puisse décentraliser ce pouvoir. Donc vous êtes pour un régime parlementaire quand même parlementaires, que les régions prennent leurs responsabilités, qu'on permette à chaque région de pouvoir bénéficier d'une certaine marge de manœuvre quant à son budget, à ses lois locales. Il est nécessaire aujourd'hui non seulement de déconcentrer, mais de décentraliser ce pouvoir. Est-ce que vous savez, à un niveau micro, un État, c'est comme une entreprise, vous savez. Vous avez le président, le PDG, qui a son directoire, et vous avez des collaborateurs. Si vous n'accordez pas de confiance à ces collaborateurs, vous, en tant que CEO, patron de cette entreprise, vous ne pouvez pas être au fait du moindre problème de votre entreprise. Un boulon qui manque, une pièce défaillante, un employé qui est absent parce qu'il est malade. Vous ne pouvez pas être au fait de tout ça. Comment voulez-vous qu'un chef d'État, on parle bien de chef d'État, homme d'État et non homme de pouvoir, on fait bien la différence, puisse être au fait du quotidien de 38 millions de ses compatriotes, sans avoir la confiance qu'il déléguerait aux administrations, aux institutions, aux walis, aux maires, qui agiront dans le cadre de leurs responsabilités qui leur sont octroyées dans leur cadre de leur mandat. Est-ce que vous apporterez un changement à l'article 3 de la Constitution sur la langue officielle? Vous êtes Ouati? L'arabe, est-ce qu'elle restera la seule langue officielle? Vous savez, on ne peut pas ne pas dire que l'arabe, c'est la langue officielle. On ne peut pas le dire. Non, c'est la langue officielle, mais oui. Est-ce qu'elle restera la seule si vous arrivez au pouvoir?
Vous savez, si l'ouverture sur les cultures internationales, c'est un bon côté pour le peuple algérien. Mais la langue, elle restera la langue. Nous sommes des Algériens, nous sommes des musulmans, nous sommes des Algériens amazirs musulmans. Oui. L'islam nous a arabisés et je crois que nous avons payé cher pour cette indépendance, pour que nous serons des Algériens et que nous aurons notre langue. Donc vous ne proposerez pas Tamazight comme deuxième langue officielle? Non, mais l'Amazirt, c'est notre identité. On n'en parle pas de notre identité. On ne met pas notre langue maternelle au chantage. Ouais. Et vous, Parce que là, on est en quelque sorte, on est en train de dire, ne sont pas des Algériens. Et vous, si on nie notre amazirité. Est-ce que la langue arabe restera la seule langue officielle? La berbérité fait partie de l'histoire et de la culture de l'Algérie. Et pas que de l'Algérie, de l'Afrique du Nord et de certains pays subsahariens. Aujourd'hui, il est temps. La question de l'officialisation de Tamazirt ne devrait pas être posée. Elle fait partie de notre héritage culturel et historique. Le premier jour de mon investiture, j'officialiserai Tamazirt comme langue nationale. Comme deuxième langue officielle, parce qu'elle est déjà langue nationale. Voilà, excusez-moi, comme deuxième langue officielle. Ali Armala, oui. On va parler de politique. Quel est, selon vous, le type de régime que vous proposerez pour l'Algérie? Présidentiel, parlementaire, semi-présidentiel? Dans le cas de figure actuel et ces étapes douloureuses que nous avons passées, parce que l'Algérie a vécu pratiquement 500 ans, c'est pas 50 ans d'indépendance. Oui. Chaque décennie a été différente aux extrêmes l'une de l'autre. Et là, nous sommes à des cassures dangereuses qui ont façonné un nouveau type de citoyen. Parce que si nous prenons les années 60, en passant par les années 70 et nous suivons ces décennies, elles sont opposées complètement, que ce soit dans les pratiques politiques, économiques ou sociales. Les générations des décennies qui se sont succédées n'ont pas vécu les mêmes décennies. Maintenant, politiquement parlé, je serais pour un pouvoir semi-présidentiel et parlementaire, pour que chacun assume ses responsabilités. Nous sommes dans une société qui fonctionne verticalement. Il faut qu'on retourne aux sources un peu, qu'on revienne à notre mode de fonctionnement ancestral. Le chef de famille, et ça va et ça descend, la maman, le grand frère. Et là, on s'est un peu dispersé. Les valeurs de famille, les valeurs familiales. Le foyer, la cellule familiale algérienne, c'est elle, la force qui a fait sortir l'impérialisme et le colonisateur. Parce qu'on avait juste quelques fusils, quelques mortiers, c'est tout ce qu'on avait comme défense. Et le courage de nos martyrs. Mais la femme algérienne, le foyer algérien, la famille algérienne, sa force, sa solidarité, c'est ça qui était notre force. Par contre, si on revient, vous nous posez des questions qui nécessitent un débat très profond, très pointu, mais il faut être bref et complet à la fois. Et complet à la fois. Politiquement parlé, c'est vrai, comme a dit M. Benboussa, il faut que la représentativité du peuple soit évidente et qualitative. Pour qu'elle soit qualitative, moi j'irai encore plus loin, j'irai dans aussi mon confrère est né si Touati l'a si bien dit tout à l'heure, c'était hors micro. Il faut une consultation plus large. Il ne faut pas dire ce qui se dit hors micro, généralement. Non, mais on peut parce que c'est la question du moment. Oui. Il faudrait commencer par une charte citoyenne. D'abord, qu'on se mette d'accord tous comme Algériens, qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir de nos pays et de notre pays et de nos enfants. À partir de là, nous bâtirons cette nouvelle constitution autour de laquelle tout le monde sera d'accord. Il y a un point important. Si nous voulons avoir une représentativité parlementaire valable, il faudra éliminer le chapitre qui concerne l'immunité parlementaire, l'immunité politique ou l'immunité sur quelques dépassements de... Donc pour vous, le député n'a pas besoin d'immunité? Pas totale et comme il a actuellement. C'est ça qui intéresse les gens, de dépenser ce qu'il faut et d'investir comme il faut pour être parlementaire ou sénateur. L'immunité comme elle est
ne convient pas. Par la suite, si nous enlevons l'immunité pénale, alors là, oui, on aura des citoyens qui veulent se sacrifier pour ce pays. Monsieur Touati, vous n'êtes pas d'accord? Lever l'immunité parlementaire, vous êtes favorable? Vous savez, l'immunité, c'est pas pour que vous allez casser les portes des autres et vous allez arracher les biens des autres. L'immunité pour défendre un programme politique ou une société. L'immunité pour agir politiquement. Pas pour voler, pour détourner, pour aller casser la porte pour vos intérêts personnels. Non, je crois que c'est malheureux. Alors, on va parler à présent, brièvement, si on a le temps, et nous avons un peu de temps, de politique étrangère. Moussa Touati, quelle serait votre première destination, première visite officielle si vous êtes élu président de la République? Ce sera dans quel pays? Et là, vous dessinerez bien sûr la priorité diplomatique algérienne. Vous savez, moi je préfère les pays beaucoup plus démocrates et beaucoup plus... Donc vous n'irez dans aucun pays arabe, c'est ce que vous voulez dire? Non, les pays arabes, non, on ne parle pas des pays arabes, parce que même dans les pays arabes, ils ont besoin, leur peuple aussi, ils ont besoin... Est-ce que vous êtes attaché aujourd'hui? Est-ce que vous êtes attaché d'avoir des régimes démocrates? Est-ce que vous êtes attaché aujourd'hui à la construction maghrébine? Est-ce que ce sera une de vos priorités? Vous savez, pour le Maghreb, nous, dans notre préambule politique, nous croyons à l'unité du peuple et non pas des régimes. Parce que c'est la chose primordiale quand on discute sur l'approche des peuples et non pas l'approche des régimes. Parce que les régimes partent, mais les peuples restent. Et les peuples maghrébins, ils sont là depuis des millions d'années. En parlant de Maghreb, est-ce que vous garderez les frontières avec le Maroc fermées ou est-ce que vous les rouvrirez? Je crois que c'est un petit peu malheureux de voir nos voisins ou nos proches qu'on ne peut pas les visiter. Je crois que nous avons des problèmes et je crois que l'ouverture des frontières pour unifier les peuples maghrébins, c'est essentiel. Donc les frontières? Les frontières ne seront pas fermées. Je crois que l'Union européenne, il n'y a pas de frontières entre les relations entre l'Algérie et la France, est-ce que vous les maintiendrez en l'état actuel ou est-ce que... Allez-y. Je crois que la France actuellement voit comme l'Algérie comme un département de richesse pour la France. Et je crois qu'il faut changer la vision avec la France. Le régime syrien, est-ce que vous soutiendrez le régime de Bachar el-Assad ou est-ce que vous soutiendrez la rébellion? Moi, je défends la démocratie et l'écoute au peuple. Et donc, pour la Syrie? Bachar el-Assad n'a pas sa place dans la Syrie parce que on lui a fraudé la Constitution pour qu'il héritera son père. C'est un peu plus clair. Kamel Belkoussa, les relations entre l'Algérie et le Maroc, les frontières fermées ou ouvertes? Écoutez, aujourd'hui, il est temps que la situation s'apaise en Afrique du Nord, dans le Maghreb, et qu'il y a des points de désaccord qu'il va falloir discuter, voir pourquoi ces frontières sont restées fermées aussi longtemps, et faire en sorte qu'on puisse raison garder et permettre aux différentes familles qui sont des deux côtés des frontières de pouvoir circuler librement et de pouvoir avoir accès aux différentes facilités. Mais vous savez, si vous regardez ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la France, deux guerres... C'est pire. Et ces deux pays ont été... C'est pire, vous l'avez bien dit. Et ces deux pays ont été les moteurs de la construction de l'Europe. Demain, les frontières seront réouvertes sous ma présidence et nous travaillerons avec nos frères marocains et tunisiens pour que l'on puisse créer cette zone de libre-échange qui permette à nos peuples de pouvoir vivre dignement et de pouvoir profiter de leur expertise partagée. La question du Sahara occidental? La question du Sahara occidental, je reste aligné à la position de l'Algérie aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Algérie, je pense, est dans le bon positionnement et nous resterons dans cette position. Votre première visite officielle à l'étranger, ce sera où? Alors, c'est une question très intéressante. Je n'irai pas dans un pays, mais dans des pays. Le premier pays? Dans des pays, je m'explique. Dans mon programme, que vous pourrez retrouver sur kamalbenkoussa.com, pour information, qui sera bientôt disponible, le site n'est pas encore opérationnel, il le sera bientôt. Il est opérationnel. Ah, il est déjà. Nous avons décidé de mettre au fur et à mesure des semaines qui passent les différents volets du programme.
nous avons décidé avec mon équipe dernièrement de le mettre d'un seul jet, c'est de tourner l'Algérie vers le sud. Alors, vers le sud. Vers le sud. Très bien. C'est de faire en sorte que l'Algérie puisse être le moteur, la Singapour de l'Afrique. Alors, Rabat, Tunis, Addis Abeba, le Caire. Le Niger. Vous serez où? Niamey, Nigeria, Bamako. Nigeria, Niger, le Mali. Nous irons en Centrafrique. Nous irons à la République démocratique du Congo. Faire en sorte que l'on puisse demain permettre à ces pays d'Afrique centrale de pouvoir avoir accès à la mer. Vous savez, si vous prenez, là on retourne à l'économie parce que c'est bien de ça dont on parle. C'est la position de l'Algérie par rapport à son positionnement géostratégique et en même temps, quelle est sa place en termes de moteur du continent du XXIe siècle en termes de croissance mondiale. On parle bien de l'Afrique. L'Algérie, si vous prenez un tanker, un bateau de transport de marchandises qui part de Lagos au Nigeria, pour arriver en mer Méditerranée, ça lui prend 14 jours. Avec le projet de transsaharienne, à savoir 3 gros hubs portuaires en Algérie, de taille mondiale, 5 fois la taille de Tangemed, qui a dépassé les 2,5 millions de containers de 20 pieds l'an dernier, nous aurons 5 fois cette taille. Faire en sorte qu'on puisse avoir une ligne de train transsaharienne qui traverse l'Algérie du nord au sud, qui passe par le Mali, qui traverse le Niger, aille jusqu'au Nigeria, passe par l'Afrique centrale et passe par le Congo. Ça permettra à ces pays non seulement d'avoir une croissance soutenue de plus de 3 fois le PIB actuel, et ça permettra à des marchandises qui viendraient par exemple du Nigeria de pouvoir avoir accès à la Méditerranée en moins de 4 jours. La situation en Syrie, vous soutiendrez Bachar el-Assad ou les rebelles? Écoutez, je suis un démocrate. La situation en Syrie est tragique. Il est pour moi clair que Bachar el-Assad doit quitter. Ceci étant dit, nous n'avons pas le droit, nous, de nous ingérer dans les décisions d'un pays ou d'une communauté. Mais vous dites qu'il doit partir. Donc il doit partir. Et il doit partir et nous devons œuvrer de telle sorte à ce que le peuple syrien puisse décider du président qui devra le guider. Ali Amara, la question du Sahara occidental. Vous vous alignerez sur la politique algérienne actuelle? Mais l'Algérie a toujours été respectueuse du droit international et de libre arbitre des instances internationales. Les frontières algéro-marocaines fermées ou ouvertes? Dans le cas de figure actuel, tant que les litiges existants sur les biens et la base du problème n'est pas... Peut-être du côté marocain, c'est le Sahara occidental, mais pour l'Algérie, c'est le respect des accords sur les dédommagements des Donc vous maintiendrez les frontières fermées? Bien sûr, jusqu'à un règlement définitif pour que l'ouverture, lorsqu'elle se fera d'une manière définitive. On passe à présent à la dernière rubrique de controverse, c'est l'heure de l'interro photo. Moussa Touati, si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous supprimerez le service national? Non, le service national, il ne doit pas être supprimé, mais il doit être réduit. Vous le réduirez à combien de mois? Pour juste l'instruction militaire, et après que le service militaire, il sera le citoyen algérien qui est jeune, qui est plein d'activisme et qui doit être bénéficié après son service militaire, il doit trouver un job. Donc combien de mois pour vous le service idéal? Bon, 6 mois. Après, le reste, il va le passer dans les entreprises de travail. Donc, où il aura un pré-salaire. Donc une période de 1 an en tout? Non, il restera 18 mois. Mais 18 mois? 18 mois. Parce qu'il y a un projet de loi actuellement qui pourrait le ramener peut-être à 9 mois. Non, moi je le ferai 18 mois. Mais 6 mois d'instruction, le reste il passe dans une entreprise de travail pour apprendre un métier, de travailler et d'être utile à sa patrie. Ali Amara, le service national. Avec son pré-salaire. Donc ce sera payé aussi. Ali Amara, le service national,
Service national, une année, je pense que c'est suffisant pour ceux qui n'ont pas de projet d'avenir ou professionnel ou un certain niveau, lesquels pourront faire, 6 mois d'instruction, c'est nécessaire pour le maniement des armes, le respect de la discipline, chose qui a disparu. La discipline est très importante pour vous. Le tribalisme aussi. Oui, les valeurs, c'est nos valeurs. Familiales. On s'en est tellement détaché qu'on ne se retrouve plus. Si on est démocrate, sociodémocrate, libéraux, pas libéraux, il y a ça, l'identité. Ce que je ne cesse de dire, certains parlent d'identité nationale. J'irai encore plus loin, je parle de nature algérienne. On s'est dénaturé au point où on ne sait plus où est-ce qu'on va s'engager. À l'avenir, le président qui va venir va avoir une génération qui a passé une dizaine d'années à rentrer à 5 heures du soir à la maison, des jeunes qui connaissent rien de la vie. Nous, on remercie notre pays, on passait des nuits en pleine campagne, on a appris à vivre, à apprécier l'environnement. On est une nouvelle génération, avec toute l'agressivité qui en découle, une paix sociale qu'on n'a pas pu maîtriser à travers la réconciliation nationale et la concorde civile. Il faut qu'on continue, il faut qu'on traite notre société. Merci Ali Amara. Moussa, Kamal Belkoussa, le service national, pour ou contre? L'armée est l'un des ciments du peuple algérien. C'est historiquement, et l'armée permet aussi le brassage des différentes classes sociales, permet aux pauvres de tel ou tel quartier, de telle ou telle ville, de pouvoir côtoyer d'autres 10 mois. Encore peu importe le nombre de mois, mais je pense... Donc vous ne le supprimerez pas? Non, je ne le supprimerai pas et je l'aménagerai de telle sorte qu'on puisse avoir un service civil, permettre à nos ingénieurs de pouvoir avoir accès à un laboratoire d'expérience, permettre à l'armée de pouvoir se développer, de pouvoir aussi fabriquer sa propre technologie. Vous savez, dans un contexte régional aussi complexe dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous avons la nécessité d'avoir une armée forte. Je suis pour une armée forte, je suis pour un État fort et je suis pour une économie forte. Merci à vous, Kamal Belkoussa. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Moussa Touati, président du Front National Algérien, candidat également à l'élection présidentielle. Et à vous, Ali Amara, président du Parti des Verts, également candidat aux prochaines présidentielles. Merci à Saoussen Sebiane d'avoir préparé cette émission avec moi et à vous de nous avoir suivis à mercredi prochain. Merci.